Je me suis rendu compte que si tu avais les bonnes personnes, les bons process, tu pouvais aller vite sans perdre ta culture. À 200, à 300, j'étais encore plus fier de la culture et des payfitters, de la manière dont ils bossaient, dont ils vivaient les valeurs, que quand on était 50. On savait beaucoup plus de qui on avait besoin pour la boîte et qui allait se développer et s'éclater en fait au quotidien dans la boîte. On devenait de plus en plus mûrs, on avait des talents avec de plus en plus d'expérience qui arrivaient, des personnes qui étaient là depuis longtemps dans la boîte qui s'exprimaient pleinement. Et du coup, en fait, chaque jour qui passait, c'était de mieux en mieux. Et pour toi, c'était comment? Pour moi, c'était génial. C'était une super expérience et c'est ça aussi qui me donne confiance pour les prochaines phases de croissance. Au début, ça marche comment pour vous de trouver les top profils? Au début, il n'y a pas de règle. Vraiment, c'est comme tes premiers clients. Tu fais comme tu peux, tu testes, tu regardes dans tes amis, dans tes connaissances, dans des personnes que tu as pu croiser à n'importe quel moment de ta vie, il y a 10 ans. Tu saisis n'importe quelle opportunité. Au début, tu n'as pas de marque, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de fonds. Et donc, en fait, c'est extrêmement difficile de convaincre des personnes de venir te rejoindre et de venir bosser pour toi, d'être beaucoup moins bien payé que sur le marché, d'avoir certes un petit peu d'equity, mais dans un truc qui ne vaut pas encore grand-chose. Donc, en fait, tu envoies des emails, des messages Slack, si tu as un mariage, une réunion de famille. Et comment tu repères, toi, à cette époque-là, les personnes avec qui tu veux travailler? Pas trop sur les compétences, mais vraiment sur le fit. C'est-à-dire qu'une personne avec qui tu te vois bien bosser, une personne qui va être passionnée, qui va apporter à ta boîte, qui partage tes valeurs, ton goût de l'aventure, qui est un peu, personne un peu folle au départ, parce que tu te jettes un peu dans l'inconnu. Il faut vraiment être aventurier, entrepreneur. Tu fais des paris sur ces personnes-là. Et tu le testes comment? Ça ressemblait à quoi pour toi un entretien d'embauche? C'est toi qui le faisais déjà? Ouais, c'est avec mes deux autres cofondateurs, mais au début, il n'y a pas vraiment de structure. C'est vraiment... Je le sens pas. Ouais, c'est des discussions hyper informelles. T'as des erreurs que t'as fait, entre guillemets erreurs, où tu te dirais, tiens, si j'avais une startup là qui m'écoute, je lui conseillerais de faire attention à ces éléments-là en termes de recrutement? Le recrutement, tu te plantes forcément, c'est une science humaine. Celui qui fait 100% de réussite en recrutement, ça n'existe pas. Donc, il faut être à l'aise avec l'idée de se planter, sinon tu recrutes jamais, ou tu recrutes trop lentement. Donc, il faut juste être à l'aise avec cette idée que tu vas te planter et tu vas corriger tes erreurs et que ce sera bien pour la boîte et pour la personne qui t'a fait une erreur. Ça, déjà, c'est une première règle de base. Il n'y a rien de rédhibitoire en recrutement. Les deux seules choses, je pense, dans l'entrepreneuriat qui sont assez rédhibitoires, et si tu fais des erreurs, tu peux vraiment, pas en souffrir, mais tu peux en mourir, c'est tes associés. Ça a tué des boîtes. Si tu t'associes avec les mauvaises personnes, ça, c'est très compliqué. Et deux, les investisseurs et les personnes qui rentrent à ton capital. Donc, il faut faire très attention à ces deux choses-là. Nous, on a eu de la chance, on n'a pas eu de problème avec ces deux sujets, mais c'est des choses qui arrivent fréquemment. Donc, c'est les deux trucs vraiment rédhibitoires. Il ne faut pas faire d'erreur. Par exemple, une startup qui se dit « Ah, bah, c'est pas grave, je prends que de l'argent de cet investisseur ». Ça peut lui retomber dessus à un moment ou à un autre, parce que si c'est un investisseur qui ne partage pas la vision, les mêmes valeurs, le long terme, peut-être qu'il y aura une opportunité pour s'en séparer, le faire sortir, et du coup, il n'y aura pas trop de casse. Mais peut-être qu'aussi, ça coulera la boîte. Tu t'es dit, tiens, je veux tel investisseur plutôt qu'un autre. Est-ce que tu avais un peu ta liste des investisseurs que tu rêverais d'avoir? C'était comment un peu le process? Pareil, c'est énormément au fit. Bien sûr, tu regardes ce que les investisseurs vont t'apporter d'un point de vue financier, parce que tu vas avoir du cash, de l'essence pour faire tourner ta boîte, la faire grandir rapidement. Tu regardes les valos, tu regardes tous ces trucs-là. Mais souvent, tu as le choix. Quand il y a un investisseur, surtout s'il est très bon, qui est intéressé, en général, il y en a d'autres qui se mettent à t'intéresser. Qui se mettent à être intéressés. Et tu l'utilises, ça? Ouais, tu l'utilises. En tant qu'entrepreneur, tu es forcément dans une position tu vois, de faiblesse si tu as besoin d'argent, par exemple. Et ensuite, tu dois faire un choix entre plusieurs investisseurs. Et c'est là où le critère humain en fait, rentre en compte et est parfois plus important sur le long terme que juste une valorisation de l'argent. Tu regardes 10 ans plus tard, tu as le fait d'avoir eu 5% de plus, même si ça fait des millions d'euros, 5% de plus d'argent ou de valo, par rapport au fait d'avoir pris les bonnes personnes, en fait, c'est inestimable. Mais ça, tu t'en rends pas compte au départ, surtout si c'est ta première boîte, et surtout quand tu es dans une situation où tu as besoin d'argent. Nous, on a eu de la chance tu vois, depuis le départ, mais
Pourquoi tu dis qu'on a eu de la chance? On a eu de la chance parce qu'en fait, on a toujours eu des situations où on a eu l'argent qu'on voulait, au valo qu'on voulait, et avec des gens qui, encore aujourd'hui, sont formidables pour ce qu'on est en train de construire et qui partagent la vision des fondateurs, ce qu'on est en train de faire et qui agissent au quotidien avec nos valeurs. Comment t'estimais justement de dire, tiens, on a besoin de tant d'argent et ça vaut tant de parts, ça vaut tant de pourcents de l'entreprise? Tu regardes un petit peu ta stratégie, ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie de lancer 2 pays, 10 pays? Est-ce que tu as envie de construire tel ou tel produit? Est-ce que tu as envie d'avoir telle vitesse, telle agressivité dans ta capacité à grandir en sales? Et du coup, tu fais un budget et tu regardes à horizon de 18 mois, 36 mois, ce dont j'aurais besoin pour mettre à exécution mon plan. C'est un peu comme si tu partais en vacances, tu as ton itinéraire et tu regardes combien tu consommes avec ta voiture et tu vas t'arrêter faire le plein d'essence. Le trajet, il n'est pas conditionné par l'essence que tu pourras mettre dans ta voiture. Le trajet est fixe, tu sais que tu veux partir en vacances et après, il faut remplir le réservoir. Et c'est ça le rôle aussi d'un entrepreneur. Et justement, comment t'arbitres, tu vois, en te disant, tiens, je vais prendre du fuel qui vient, ou de l'essence, pour prendre tes mots, qui vient d'investisseurs, ou je vais m'auto-financer par le fait d'utiliser le profit de mon marketing. Ça dépend de la vitesse que tu veux avoir. Tu as levé, je crois, donc 89 millions, enfin vous avez levé 89 millions, ce qui est 3 belles levées de fonds. Pourquoi pas 50 ou pourquoi pas 200 en fait? C'est les aléas des dernières années qui ont fait que c'était plutôt 89 plutôt que 50 ou 150. Les plans qu'on voulait mettre à exécution étaient tels que c'est de cet argent dont on avait besoin. L'offre et la demande aussi, parce qu'en fait, tu as des investisseurs qui veulent bien mettre un certain montant à une certaine valorisation en fonction de certains multiples. Tu as le revenu que tu as, la rentabilité que tu as, le cash que tu brûles, le taux de croissance. C'est ça aussi, tu vois, il y a des standards sur le marché, que ce soit les boîtes cotées ou non cotées, qui définissent ce que les investisseurs vont mettre selon leur rapport au risque. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait que tu te retrouves avec des levées de fonds différentes. Et toi, quand justement tu reçois, entre guillemets, un chèque de 70 millions, t'as peur, t'es content, c'est quoi l'émotion que tu ressens? Non, j'ai pas peur parce qu'en fait, c'est ce qu'on est allé chercher et on savait qu'on avait besoin de ça pour mettre en place un plan ambitieux et faire de PayFit une super belle boîte dans quelques années en Europe. C'est quoi la vision? Je me dis, c'est une étape sur la route et on va pouvoir avoir les moyens de nos ambitions, on va pouvoir continuer, à pas devoir justement freiner, attendre, devoir s'autofinancer, on va pouvoir y aller. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.